Bien, bonjour à tous. Donc, nous n'avons pas trop de temps, donc ce serait bien de reprendre place pour les personnes qui veulent suivre la conférence. Donc voilà bien une matinée de Montpellier Danse axée sur le thème donc, de la mémoire. Qui est en fait donc l'intitulé général du festival, hein, cette mémoire palimpseste qui serait donc une mémoire totalement active et constitutive de la modernité, hein, c'est le thème du festival, et absolument pas cette espèce de renvoi à un temps révolu et dépassé, comme souvent on imagine que la mémoire renvoie. Donc, nous allons aujourd'hui à présent aborder la pièce Elle m'avait pas dit tout ça, donc une pièce co-signée par Sabine Procoris, Simon Eke, et qui nous place donc devant une situation très rare, peut-être inédite, puisque nous pourrons voir dimanche soir la pièce Maybe de Maggie Marin, dans une pièce toujours très vivante, qui n'a jamais cessé de tourner depuis sa création en novembre 1981. Et la veille et l'avant-veille, donc vendredi et samedi, nous aurons vu une pièce, donc Elle m'avait pas dit tout ça, qui est d'ailleurs une citation, hein, une phrase qu'on entend dans Maybe, Elle m'avait pas dit tout ça. Donc vendredi et samedi, par anticipation, nous aurons vu une pièce qui, d'ores et déjà, travaille sur la mémoire de Maybe. Donc c'est une situation peu courante. Et je vais donc présenter aussi qui vous êtes et vous former peut-être une paire assez peu courante aussi dans le champ chorégraphique, puisque Sabine Procoris, donc vous êtes psychanalyste, essayiste. On vous doit notamment un ouvrage de référence sur la question théorie de genre, un ouvrage de référence dans le champ francophone, qui est dans l'ouvrage Le sexe prescrit. Vous avez accompagné des projets chorégraphiques de divers artistes, notamment Alain Buffard, par exemple, à toute une époque. Et puis, Simon Eke, vous êtes vous-même artiste chorégraphique, et je pense que c'est pertinent de citer ici votre travail important, un travail de thèse, hein, sur la question de la notation en danse, hein, des systèmes de notation en danse, et la manière dont vous percevez ces systèmes comme finalement des projections d'interprétation et non pas des formes de conservation figées, arrêtées, comme souvent on l'imagine. Vous avez donc tous les deux co-signé Fabrique de la danse, un ouvrage essentiel qui aborde là aussi la danse peut-être avant tout comme une question de lecture interprétante, constamment relancée, hein, et qui travaille beaucoup à partir justement de la question de la notation en danse. Et puis Sabine Procoris, je reviens à vous pour dire donc, que vous avez signé un ouvrage alors, tout récemment paru, un ouvrage brillantissime à mon goût, donc Le fil d'Ulysse, retour sur Maggie Marin, qui est donc un ouvrage qui là aussi est une grande lecture interprétante de toute l'œuvre de Maggie Marin, de surcroît appuyée sur une riche documentation en DVD, en entretien, etc., etc. Voilà, alors nous allons donc en venir précisément à cette pièce, Elle m'avait pas dit tout ça, je vais enfin vous laisser la parole, Elle m'avait pas dit tout ça. Donc en essayant de situer cet objet, enfin oui, allez, on va dire objet atypique, puisque le plus souvent en danse, dès qu'on dit mémoire, je pense qu'on renvoie aussitôt à la question de conservation des pièces, entretien du répertoire, recréation. Et là, donc, en fait, vous vous situez tout à fait ailleurs. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la singularité de votre position au moment où vous abordez donc, une question de mémoire en danse, la question de la mémoire de Maybe? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est pas si singulier que ça parce que je crois que c'est une expérience que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit quand on voit des choses qui nous touchent, que ce soit des pièces, quand on lit des livres ou même des rencontres, en fait, il nous reste rien de complet, mais toujours des fragments, en fait.
Et donc on est parti de ça. On est parti de ce qui... Enfin, Maybe est une pièce qui nous avait touchés à différents moments de notre vie, puisqu'on l'a vu l'un et l'autre au moment de sa création, donc il y a longtemps. On était jeunes à l'époque. Et donc, 81. Je le rappelle. Et en fait, on s'est dit qu'on allait travailler avec des vestiges de cette pièce, dans l'idée que la mémoire, effectivement, je vous cite une phrase de Benjamin, c'est pas un instrument, dit-il, pour l'exploration du passé, ce qui semble un paradoxe. C'est le médium du vécu, dit-il, comme le royaume de la terre est le médium où sont ensevelies les anciennes villes. Donc il y a bien des... Si on considère que notre mémoire, c'est comme une terre que l'on va remuer, on va trouver là-dedans des bouts de choses, mais mélangés à d'autres. Hein, et la fin du texte dit la chose suivante, qui, je crois, résume notre propos. Il dit « Et il se frustre du meilleur, celui qui fait seulement l'inventaire des objets mis au jour. » Donc comme si on prenait dans Maybe ça, puis qu'on nettoie un peu et qu'on met dans une vitrine au musée. Donc, et il se frustre du meilleur, celui qui fait seulement l'inventaire des objets mis au jour et n'est pas capable de montrer dans le sol actuel l'endroit où l'ancien était conservé, évidemment était conservé en étant altéré. Alors je crois que c'est ce qu'on a fait avec déjà nous deux, et puis avec les personnes avec qui nous avons travaillé, notamment les 3 danseurs qui interprètent le projet, qui font partie, qui sont aussi des sols différents, donc des univers différents. Et donc, dans le sol de chacun, et à partir de notre propre sol, on a cherché à faire scintiller, on va dire, et articuler par résonance des fragments, plus ou moins reconnaissables d'ailleurs, de cette expérience, on va dire, pas tant de cette pièce d'ailleurs, que de l'expérience pour les uns et les autres de cette pièce de Maggie Marin. Et en l'occurrence, ça n'est pas qu'une anecdote. Hein. Vous racontez volontiers quelque chose qui peut paraître extrêmement étrange. La façon dont vous voyez, je crois, en 2005-2006, Umwelt, un autre chef-d'œuvre de Maggie Marin, qui vient à ce moment-là à peine d'être créé. Il est créé en 2004, donc vous le voyez dans cette période-là. Vous revoyez Maybe peu après, puisque comme je l'ai dit, Maybe n'arrête pas de tourner. Vous avez l'occasion peu après de revoir Maybe, qui donc à ce moment-là 25 ans d'antériorité par rapport à Umwelt, enfin grosso modo. Et il vous arrive quelque chose de très particulier dans votre perception, là, dans le lien que vous faites entre ces deux pièces, quelque chose qui peut surprendre le sens commun. Oui, en fait, c'était donc en 2006. Peu de temps avant, on voit Umwelt. Donc on était déjà très impressionnés par la force de cette pièce. Et juste après, on revoit Maybe. Moi, je l'avais vu plusieurs fois dans les années 80, je l'avais plus vu dans les années 90. Et donc, Maybe est repris au Théâtre de la Ville à Paris dans le cadre du centenaire de la naissance de Beckett. Et on sort de là en ayant une sensation assez étrange, comme si, en fait, Maybe naissait d'Umwelt. Alors que chronologiquement, on sait tous que Maybe 1981, Umwelt 2004, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, le temps passe, on a cette sensation, enfin, et d'une manière, disons, en essayant de creuser un tout petit peu cette sensation, en tous les cas, ce qu'on repère, c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans Maybe et dans Umwelt, c'est-à-dire que c'est sans début ni fin pour l'une et l'autre de ces deux pièces. Mais voilà, on en reste là. Excusez-moi, Simon, vous voulez dire que sans début ni fin, vous pouvez préciser cette notion ? C'est-à-dire que dans Umwelt, c'est des petites vignettes d'action qui sont toujours prises en cours, des fragments, mais il n'y a jamais, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va exactement, on peut chacun après imaginer ce qu'on veut. Et dans Maybe, il y a une situation aussi analogue. On ne sait pas d'où viennent tous ces personnages, on ne sait pas où ils vont aller, ils sont là pleinement. Et alors par rapport à cette sensation étrange, c'était en 2008, il y a la lecture d'un livre qui a été très enclencheur pour notre projet, un livre d'un archéologue qui s'appelle Laurent Olivier. Son livre s'appelle « Le sombre abîme du temps ». C'est une réflexion sur la question de la mémoire pour Laurent Olivier à partir de son terrain d'expérience
l'archéologie, il se présente comme fouilleur, et son livre passe par énormément de choses, par la littérature, la philosophie, enfin plein d'objets comme ça. Et il y a un moment donné, il cite un petit essai très court de Borges qui s'appelle « Les précurseurs de Kafka ». Et Borges, dans ce texte, dit qu'il reconnaît certains fragments de l'œuvre de Kafka chez tel philosophe de la Grèce antique, chez tel Chinois 3000 ans avant Jésus-Christ, etc. Il dit qu'il n'y a aucun rapport entre tous ces textes, c'est vraiment des fragments. Et il poursuit en disant « précurseurs, oui, mais si Kafka n'avait pas écrit, personne ne pourrait s'apercevoir qu'ils sont précurseurs de Kafka. » Et derrière tout ça, c'est comment chaque auteur, mais c'est aussi valable pour chaque chorégraphe, chaque musicien, etc. À chaque fois qu'il y a la production d'une nouvelle œuvre, donc ça modifie notre relation, ça reconfigure notre relation au passé. Et donc à partir de là, c'est ça qui a été l'enclencheur pour imaginer ce projet « Elle ne m'avait pas dit tout ça ». Alors, nous viendrons peut-être dans un second temps à une description, enfin se rapprocher de ce qu'a été votre processus, votre mode de travail. Puisque vous vous êtes déjà engagé sur cette voie maintenant, Simon Eke, on pourrait peut-être quand même balayer donc auparavant quelques éléments du contexte et notamment de vos références intellectuelles. C'est tout un travail quand même important là, de réflexion, d'analyse que vous avez conduit. Donc je viens de noter que sans doute la notion d'archéologie vraiment vous correspond, vous intéresse, vous anime. Bon, Sabine Procoris, vous êtes psychanalyste. C'est tout de même un domaine qui a quelques traits avec la question de la mémoire. Est-ce que quelque chose dans cette pièce a pu être donc, évidemment éclairé, enfin travaillé par ce type de questionnement? Certainement, enfin pas tant d'ailleurs, pas d'une manière a priori théorique, hein, mais vraiment comme expérience. C'est-à-dire que c'est vrai que la psychanalyse travaille exactement comme ce que décrit le texte de Benjamin, c'est-à-dire les gens qui viennent, ils parlent ici et maintenant, aujourd'hui, avec le sol, et à l'intérieur de cette actualité de leurs paroles et de leurs souffrances ou de leurs joie, etc., eh ben, se distinguent des éclats de traces, des traces de choses qui ont pu les affecter et qui se sont métabolisées de telle ou telle manière. Donc forcément, on travaille avec ça, exactement avec ça. Et je voudrais juste ajouter une chose. Bien sûr, la psychanalyse, mais pas comme théorie, vraiment comme expérience. De même que le travail qu'on a fait à partir de Maybe, je pense que ce qui était, je l'ai un peu dit, mais je crois que ce qui était important pour nous, différemment pour l'un et l'autre et différemment pour les interprètes avec qui on a travaillé, mais je pense qu'on partageait ça, c'est qu'on est parti vraiment de l'énigme des sensations qu'une pièce comme ça peut produire. C'est toujours énigmatique quand même une sensation. Et le travail, c'est d'arriver, je crois, petit à petit, à trouver des chemins qui permettent d'y voir un tout petit peu plus clair dans ce qu'on a perçu ou senti. C'est pas pas du tout dans l'idée qu'il y a une vérité brute de la sensation, mais on part quand même toujours de là, et on s'approprie, et en cheminant, il se crée des pensées, des formes, et là, ça a donné cette forme-là. Vous avez conduit éminemment un travail de spectateur. Ah oui, c'est une pièce de spectateur pour nous, mais pas pour les danseurs, forcément. Aussi, peut-être aussi pour eux d'un certain point de vue, mais les trois interprètes que nous avons, l'un d'eux quand même, Michel Lecoq, a fait la création de Maybe et l'a dansé énormément. L'autre, Mathieu Perpoint, qui est là, l'a dansé aussi. Donc, dans une autre, c'est une autre génération. Je pense que c'est aussi leur expérience de danseurs, et notamment toute une partie de ce qui est apporté, parce que chacun des interprètes a apporté de la matière. Alors, on va encore une fois préciser justement la manière dont vous abordez vraiment, dont vous faites travailler cette mémoire. Peut-être, avant d'y venir, j'aurais une dernière question, encore une fois, sur cette toile de fond de vos références possibles, intellectuelles. Donc, je citais, Simon Eke, votre travail
considérable sur la question de la mémoire en danse précisément et de la notation. Vous avez été aussi une des figures très actives du Quatuor Knost qui s'était voué à ce travail de réactivation de pièces emblématiques de la modernité du XXe siècle en danse. Bon. Et je voulais savoir, vous pourriez peut-être nous préciser, au regard de toute votre connaissance et votre pratique sur la question de la transmission en danse, de la conservation, de la partition, toutes ces questions-là, comment, qu'est-ce qui se retrouve de votre expérience, de votre savoir dans votre approche de votre nouvelle pièce elle ne m'avait pas dit tout ça. Donc, apparemment, on pourrait penser que c'est deux choses très différentes, peu reliées. Le travail que j'ai pu mener au sein du Quatuor Knost, qui passait par la recréation de différentes pièces, disons, du XXe siècle, dont il subsistait des traces sous forme de partitions. Mais quelque part, le travail qu'on fait, ce travail de création à partir des traces dans la mémoire de Maybe, de ce qui nous reste. Moi, j'ai jamais dansé Maybe, j'ai jamais fait un stage même où j'aurais traversé quelque chose de Maybe. La seule manière dont j'ai traversé Maybe, c'est en tant que spectateur, et donc il y a eu tout un ensemble de visions de Maybe qui se sont stratifiées. Et ce qui est sûr, c'est quand je vois Maybe aujourd'hui, et si j'essaye de me remémorer un petit peu la première fois que j'ai vu Maybe, en 1981, bien évidemment, mon rapport, la relation que j'entretiens avec cette pièce, et d'autant plus avec tout le travail qu'on a mené pour faire cette création là qu'on va présenter, les choses se sont beaucoup reconfigurées, forcément. Mais quant à tout ce travail lié à ces objets partitionnels, au système de transcription, d'ailleurs, moi, je préfère parler, puisque Gérard vous parlait de transmission, je préfère parler de système de transcription plutôt que de système de notation, parce que pour moi, c'est beaucoup plus précis, parce que quand on prend le terme de transmission ou de transcription, si on regarde comment sont faits ces mots, donc transcription, il y a l'écriture, mais il y a la première partie du mot, trans, et c'est la question du voyage. Donc, dans tout voyage, il y a un déplacement qui s'opère. Et dans tout déplacement, forcément, il y a de la perte, il y a quelque chose qui se maintient, il y a quelque chose qui se reconfigure. Donc, c'est pour ça que moi, je parle toujours de système de transcription. Ça me semble plus juste, comme dans toute activité de transmission, mais bien au-delà des systèmes de transmission. Il n'y a jamais de transmission pure. C'est toujours... Toute transmission est altérée parce que toute transmission passe par le filtre de celui qui transmet, que ce soit par l'écrit ou de personne à personne. D'accord. Alors, on va peut-être vraiment se rapprocher cette fois plus de la pièce, comme vous aviez commencé à le faire, Sabine. Et peut-être en ressaisissant quelque chose que Simon Ecke, vous venez juste d'évoquer au passage, le fait que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez travaillé, c'est une pièce à longue durée de préparation. Je crois que ça a tenu, y compris aux problèmes qu'on connaît bien de production, d'argent, etc., mais que finalement, vous êtes plutôt heureux d'avoir pu dérouler ce travail sur autant d'années. Ça fait 5 ans que vous êtes au travail, 4 ans. 4 ans, et ça, c'est une caractéristique qui vous paraît finalement féconde, il me semble, si j'ai bien compris. Oh bah oui, vraiment, parce que d'abord... Vraiment, la durée, là, fait partie... Le temps n'est pas un médium externe, quoi. Enfin, une espèce de... Voilà, qu'on divise en minutes, en heures, etc. C'est vraiment un ingrédient, comme dans un gâteau, quoi, de la chose, la durée. C'est-à-dire que ça a permis aussi, d'abord qu'on puisse se tromper beaucoup, que beaucoup de choses... En fait, le projet, c'est intéressant pour nous de se rendre compte de ça après coup, parce que c'est quand même un projet, une pièce, Maybe... C'est un peu une pièce sur la ruine et la résistance étrange et infinie à la ruine. C'est-à-dire c'est une pièce sur ce qui est increvable, quoi. Et donc on a travaillé avec on s'est rendu compte que notre projet n'a cessé, les formes que nous élaborions, même si nous gardait le même fil conducteur très clair, à part un élément qui est resté structurant du début à la fin dans les formes, c'est-à-dire c'est la matière apportée par l'un des danseurs, eh bien ça n'a pas arrêté de s'effondrer en fait. Boum, ça s'est éboulé, ça s'est effondré, comme s'il y avait il y a eu différents séismes, tout était un peu en ruine,
Et puis ça faisait des trous absolument énormes, et on se retrouvait devant ces trous en se disant mais on fait quoi? Et ben on sautait par-dessus le trou, je vous dirais, et ça a permis que d'autres formes émergent. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, dans cette version, enfin je pense que voilà, on est arrivé à quelque chose, mais qui porte la trace invisible, évidemment, des choses qu'on a jetées. Et qui résonne un petit peu avec la façon dont la mémoire travaille, là encore. Ben oui, évidemment. C'est des trous, la mémoire aussi. Oui, c'est beaucoup de trous. Et qui ne sont pas que des trous de mémoire, qui sont de la mémoire qui se construit. Voilà. Alors, vous aviez commencé à l'évoquer. Qui se retrouve donc dans cette pièce? Vous avez lâché un morceau, si j'ose dire. Michel Lecoq était quand même à la création même de Maybe. Donc là, on se dit, ils ont voulu avoir le pur Maybe d'origine. De quoi s'agit-il alors exactement? Combien sont-ils? Qui sont-ils? Et pourquoi? Et que font-ils? En fait, il y a 3 danseurs. Il y a Michel Lecoq, Mathieu Perpoint qui est là, et Frédéric Guis. Michel et Mathieu ont travaillé chacun à des époques différentes d'une manière assez large avec Maggie. Frédéric Guis, pas du tout, et d'une certaine manière, il est très étranger à l'univers de Maggie Marin. Donc, mais bon, en même temps, enfin, bon, voilà. Il y a des affinités comme ça, un peu, des résonances, des affinités un peu secrètes. Alors, excusez-moi, on Simon, est arrivé pour Frédéric Guis, je vous coupe. On peut préciser peut-être qu'il est très orienté vers toutes les pratiques somatiques, voilà, etc. Vous allez y venir peut-être. Alors, bon, peut-être sur Frédéric. Alors déjà, sur arriver dans la forme qu'on présente là, avec ces 3 danseurs, ça ne s'est pas fait d'emblée. C'est quelque chose qui s'est fait par effondrement, par essai, par... in fine, c'est cette forme-là qui a émergé. Il y a eu d'autres formes, on est passé par différentes choses. Comme Sabine l'a dit, la seule chose, il y avait une direction qui était là depuis le début et qui a très peu bougé dans les enjeux de la pièce, mais après, au niveau de la forme, ça a bougé. Frédéric, en fait, on avait l'idée du projet, on avait les enjeux du projet, mais on ne savait pas très bien encore quelle forme ça allait être. Et en fait, par l'effet du hasard, il y a une petite rencontre qui s'est faite. Moi, je connaissais Frédéric, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. On s'est retrouvés dans une manifestation à Bruxelles et il présentait une pièce qui s'appelle Dance, une pièce voilà, qui nous a beaucoup plu. Et on a vu un extrait de cette pièce. Et ce qui nous a vraiment intéressé dans le travail de Frédéric, c'est comment il avait une capacité par son travail, notamment en utilisant cet outil cette technique somatique qui est le body mind centering, qu'il utilise comme instrument d'analyse des styles chorégraphiques. Il a la capacité comme ça de faire émerger des fantômes, pas sur le mode de la carte postale où on identifie bien et on passe d'une carte postale à l'autre, mais presque à notre insu en tant que spectateur et presque aussi à son insu. Et donc, tout d'un coup, il y a des formes qui émergent et qui redisparaissent, etc. Il y a quelque chose qui nous semblait très, très juste par rapport au fonctionnement de la mémoire et par rapport aux enjeux du projet auquel on était travaillé. Donc, voilà, ça, c'était la rencontre. Juste une toute petite précision, tout le monde ne connaît peut-être pas le body mind centering, donc il y aurait quelque chose vraiment de l'enfouissement dans les strates corporelles, hein, de la fouille justement des strates corporelles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous a expliqué, puis on l'a vu faire, c'est qu'il travaille en cherchant les points d'initiation du mouvement dans différentes zones somatiques, mais ça peut aller jusqu'aux cellules en fait. Alors ça peut être la lymphe, les poumons, les fluides, les muscles, le squelette. Et en creusant, et en essayant pour lui, il initie des mouvements à partir de là. Et en effet, ces mouvements produisent certains types de formes qui évoqueront, par exemple, quelque chose qui serait une figure qui évoquerait Isadora Duncan, ou bien au contraire Merce Cunningham. Mais quand il altère, il transforme, il change de paramètre, ou il ajoute un paramètre, la forme mute. Et c'est comme ça qu'apparaissent ce que Simon appelait des fantômes, puis redisparaissent dès qu'un autre paramètre. Donc il cherche pas, il part pas des formes, il part des zones d'initiation du mouvement dans toute la géographie corporelle, on va dire. Évidemment qu'il y a une part d'imaginaire aussi là-dedans. Donc,
Alors, excusez-moi, je vais être délibérément balourd. Michel Lecoq, c'est la garantie 100% authentifiée maybe d'origine ou quoi? Non, en fait, Michel, il est venu aussi un peu par hasard. Pas tout à fait, mais il y a une idée. En fait, dans le livre de Laurent Olivier, archéologue, il raconte au début du livre que le rêve de lui, depuis l'âge de 12 ans, il voulait devenir archéologue. Et donc c'est son rêve, et comme tout enfant ou tout archéologue, l'idée c'est de découvrir une ville intacte, Pompéi, etc. Et tout le livre de Laurent Olivier vient ruiner cette idée qu'on pourrait retrouver les choses absolument intactes. Même quand ce vers, 3000 ans après, arrive, mais vraiment absolument pas, entre guillemets, altéré dans sa forme, mais l'eau se serait évaporée, il y aurait plus, voilà, ou il y aurait d'autres liquides. Mais en même temps, ce vers, ce qu'il nous raconte, est complètement altéré. Quelque part, il accède dans notre présent, mais c'est plus le présent de 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, bon. Donc il analyse ça. En fait, tout est altéré, même quand ça nous semble intact. Et donc, l'idée, par rapport à ça, c'était, dans notre projet, d'avoir une tranche de Maybe, une citation, mais vraiment littérale, absolument intacte de Maybe, qui débarque à un moment du projet, et pas dans l'idée d'un retour à Maybe qui serait la garantie du vrai Maybe, alors que ce qu'on ferait serait du faux Maybe ou du saut Maybe. Non, c'est plutôt comme élément perturbateur. Mais en même temps, bon, quand on a eu cette idée... C'est cette citation qui est perturbatrice, finalement. Voilà, oui. Et en même temps, cette citation qui arrive dans un terrain qui n'est pas le sien. Donc forcément, elle est altérée parce que le terrain n'est pas le même, comme ce vestige 3000 ans avant Jésus-Christ, et dans un terrain plutôt hétérogène. Les terrains archéologiques sont très peu homogènes. Et donc, il y a un moment de... Enfin, quand on a commencé à travailler... On voulait aussi une transmission. Il y a eu une étape très importante dans le travail, c'est qu'on a pris la vidéo qui a été réalisée par Luc Riolon, qu'on peut se procurer dans le commerce de Maybe, et on a fait une description pour comprendre un peu comment fonctionnait Maybe, quels étaient les ressorts, une description très précise à des moments vraiment seconde par seconde. Et déjà pour mener ce travail, on avait demandé à Maggie Marin son autorisation, puisqu'on voulait citer, sans savoir comment on allait s'y prendre, Maybe. Et après avoir fait cette description, on a travaillé tout un été là-dessus. On a demandé à Maggie Marin si on pouvait se confronter autrement qu'avec la vidéo, par le biais d'une transmission, sans savoir ce qu'on allait faire de cette matière transmise. Donc Maggie nous a orientés vers Michel Lecoq, qui a dansé, je ne sais pas, 400 fois maybe entre 81 et le début des années 2000. Et en fait, on a travaillé une semaine où Michel transmettait à Frédéric des fragments de maybe, sans savoir ce qu'on allait en faire. Et Michel, enfin, c'est comme si il suintait du maybe. Enfin, il connaît tous les rôles. Il n'y a plus qu'à appuyer, c'est son quotidien presque. Et donc ça nous a permis de récupérer cette idée initiale parce qu'on ne savait pas très bien comment s'en sortir avec cette idée. Elle était peut-être très bien, mais même si on prend le meilleur des interprètes, mais comment avoir cet épaisseur d'un Michel Lecoq ou d'un Ulysse Alvarez ou qui ont une traversée de Maybe qui est absolument juste. Donc voilà, on a pu récupérer une idée qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre dans cette rencontre avec Michel, dans cet acte de transmission. Au passage, ça permet de remarquer donc au passage, ça permet de remarquer que Maggie Marin a été très, au courant de ce projet. C'est bien précis son rôle là. Elle a exercer un contrôle, un compagnonnage? Absolument pas. Elle était enfin, en fait, ça lui a plu dès le début l'idée qu'on ne fasse pas un monument, mais que ce soit émietté, en fait, qu'on émiette Maybe et qu'on joue avec ça. On joue, en fait. Donc ça lui plaisait, et puis elle nous a laissé carte blanche, notamment à partir du moment où parce que quand on a fait cette description, on lui a dit qu'on avait fait une description, et elle a demandé si on accepterait de lui montrer cette description, ce qu'on a fait. Et à partir du moment où elle a vu la description, je pense qu'elle était assez confiante.
Et elle a dit à Michel de nous donner tout ce qu'on voulait, en fait. Et ensuite, elle a exercé non aucun contrôle, elle n'a rien vu, mais elle est curieuse. Et finalement, le livre est une Livre conséquence. est je pense que c'est un ensemble de hasards, de rencontres et tout. Et c'est vrai que ce livre est venu un peu en cours de route pour moi, à partir d'autres choses, pas vraiment du projet, mais d'un autre truc que j'avais fait, qui est dans le livre, un petit portrait pour l'IB, là, dans l'IB des philosophes. Et comme j'étais très comprimée avec 7000 signes, et que je m'étais rendu compte que j'avais envie de creuser, quoi, et que j'avais vu avant une autre pièce de Maggie qui n'a pas été très bien reçue, mais qui m'a énormément touchée, qui est Description d'un combat, que j'avais eu envie d'écrire un peu sur cette pièce, je me suis dit, je vais faire un tout petit essai sur Maggie Marin, et puis ça a grossi. Voilà. Alors, on revient à la pièce. Quand même, juste préciser, je vais oublier sinon, que lundi après-midi, il y aura tout un après-midi avec Maggie Marin et vous-même, ici à l'Agora de 15h30 à 17h30. Donc, tout un temps pour le public de réflexion autour de cette démarche. Alors, on en était à Mathieu. Excusez-moi, c'est un petit peu en zigzag, mais on peut peut-être dire du coup... terminer ce casting. Mathieu est une des dernières personnes à être arrivée dans le projet, c'était en juillet dernier. On est tombé sur lui après avoir sauté au-dessus d'un trou, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui s'était effondré, et quelque chose d'autre est apparu qui a semblé demander, en fait, sa présence, quoi. Voilà, donc... et on est très content qu'il soit là. Mathieu Mais en fait, voilà. si on réfléchit un petit peu sur le fonctionnement de cette création, cette création au long cours, et si je pense à Turbin, avec cette histoire d'atomes, ou avec de déviation d'atomes, et ces petits chocs, et avec ces effets de ces rencontres, en fait, c'est assez proche de la manière dont, je pense que c'est valable pour toute création, à partir du moment où on est suffisamment poreux à ce qui nous arrive, comment, sans perdre notre idée, les choses se sont reconfigurées à chaque fois qu'un nouveau danseur arrivait. Voilà. Alors, avant de faire circuler le micro, une dernière question. Peut-être vous avez édité là un petit fascicule qui sera remis aux spectateurs, très beau d'ailleurs, au point de vue iconographique. Et qui comprend donc un certain nombre de textes d'auteurs très divers, dont Dante, Freud, Lucrèce, etc. Bon, Michel Lecoq lui-même, oui. Quel est le statut du texte? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Le statut du texte, je ne sais pas exactement. Enfin, c'est-à-dire que Ce sont des textes qu'on entend dans oui, votre pièce? Alors dans la pièce, il y a de la matière textuelle. Comme il y a de la matière dansée, il y a de la matière textuelle, qui n'est pas un commentaire de ce qu'on voit en termes de mouvement, mais qui est plutôt en résonance et qui parle aussi du terrain dont on parlait tout à l'heure, du sol, c'est-à-dire des différentes associations qui forment un réseau pour nous autour de ces vestiges de Maybe. Donc ça peut être des choses qui pourraient paraître très éloignées, mais qui ont justement, qui résonnent entre elles autour de cette question notamment de la ruine, de la terre, puisque les personnages de Maybe sont en terre et en chiffon. Et alors, les textes, c'était aussi que dans Maybe, il nous restait l'idée, enfin, il nous restait dans les souvenirs que nous en avions, l'idée qu'il y avait une matière dansée, une matière de mouvement très, en fait, à certains égards très puissante et à certains égards un peu narrative sur certaines choses, on comprend des petites histoires, et qu'il y avait une matière verbale. Alors là, pour le coup, sauf la citation de Beckett, Fini, etc., qui était très présente, très puissante, mais au bord du sens. C'est-à-dire c'était presque infraverbal. C'était du verbal au bord de l'articulation compréhensible, quoi. Et donc on s'est dit, on va intégrer aussi quelque chose de la matière verbale sur un autre mode qui soit, pas narratif d'ailleurs, mais qui ne soit pas qui ne soit pas du grommelot, mais qui soit vraiment des textes qui résonnent avec ce qu'on voit, et que la danse est peut-être par moments plus le statut qu'ont dans Maybe ces morceaux verbaux ou infraverbaux. En fait, après, tout ça s'est transformé, tout ça. Donc, disons qu'on entend des textes qui sont portés, certains par des danseurs, d'autres qu'on entend diffuser. Mais voilà, ce ne sont pas des commentaires. Et comme je sais que dans les spectacles chorégraphiques,
quand il y a du texte, on est toujours un peu tiraillé entre l'envie de comprendre tout ce qui se dit et puis l'envie de voir. Enfin, c'est difficile pour l'attention. Donc on s'est dit, ce serait plus intéressant pour les spectateurs, en fait, d'avoir la possibilité de se laisser faire vraiment par la proposition, sans chercher absolument à capter et la totalité du sens de ce qui est dit, et pourquoi c'est là, etc. Et donc on allait donner l'ensemble des textes dans un petit livret, dans l'ordre où ils apparaissent, pour qu'après le spectacle, si on en a envie, on puisse y revenir. Voilà, c'est tout. Bien, merci. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'esprit et de la méthode de cette création. Est-ce qu'il y aurait des questions, des avis, d'autres curiosités ? Bonjour. En fait, la question que j'ai, c'est chaque mot que nous interprétons pour communiquer entre humains est travesti par notre propre histoire et par notre propre peur, etc. Donc chaque mot, on a notre façon de l'interpréter, de le vivre. Donc ce qui fait aussi quelques différences quand on communique avec d'autres humains. Et quelle est la différence ou le lien justement avec le langage du corps et le langage courant et comment est-on sûr justement de ne pas travestir un langage corporel comme on pourrait travestir un langage? Déjà, le mot de travestir, moi, ça me gêne un petit peu. Oui, je suis d'accord. Parce que je pense que c'est pas que c'est travesti, c'est que c'est habité et que ça peut pas être autrement. Mais je pense que pour le corps, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et que pour moi, je ne fais pas une différence entre le corps et les signifiants verbaux. D'abord, les signifiants verbaux, c'est-à-dire les mots, quoi, s'enracinent d'abord dans l'oreille. Hein. Ils ont leurs racines dans l'oreille, puis dans le fait de vocaliser. C'est-à-dire les mots, c'est d'abord de la matière sensible, c'est-à-dire de la matière sonore et une émission, une respiration, tout ça. Donc le sens des mots, il est lié toujours aussi, enfin c'est Montaigne qui dit, il est lié à la relation. Les mots n'ont pas de sens en eux-mêmes. On peut certes ouvrir un dictionnaire et le feuilleter, mais ça n'apportera rien. Les mots, ils ont toujours du sens dans la manière dont ils sont adressés. Donc c'est Montaigne qui dit que la parole appartient moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Et la comparaison qu'il fait, c'est avec le jeu de la paume, c'est-à-dire le tennis de l'époque. Donc il dit bien qu'il faut se disposer d'une certaine façon pour envoyer son coup, ce qui va amener l'autre à tel endroit, mais il peut courir et se tromper. Enfin, il y a toujours du malentendu possible. Mais je pense que le langage du corps, il est tout aussi habité par l'histoire personnelle, il n'est pas plus pur. Il est tout aussi impur, mais il n'y a pas de pureté de toute façon. Il n'y a que du mélange et des situations d'adresse. On peut... Donc voilà, je pense que ce n'est pas très différent, à mon sens, enfin, le langage verbal et le langage physique. Et on le voit très bien dans la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire les gens parlent, c'est une cure de parole, mais c'est quoi ces paroles? Ce n'est pas juste des petits vases bien propres à l'intérieur duquel il y a un sens, et puis je vais prendre mon dictionnaire pour voir ce que ça veut dire. C'est toujours lié. C'est toujours des carrefours en fait de signification qui se diffractent dans une histoire qui n'est pas que personnelle d'ailleurs, qui est d'abord l'histoire personnelle, elle est toujours relationnelle. L'intimité, c'est toujours de l'extériorité repliée et configurée d'une certaine manière, mais je pense que les attitudes corporelles, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce projet de Steve Paxton, Satisfying Lover, qui est un projet très beau où on prend des personnes qui ne sont pas des danseurs, hein, et raconte un peu le projet. Le coacteur nous l'avait réactivé. Oui, on l'avait recréé notamment ici, pas très bien, je dirais, dans un premier temps. En fait, c'est pour 42 marcheurs, non-danseurs, et non-danseurs pour éviter justement d'avoir des corps normalisés. Alors quand je dis normalisés, ça ne veut pas dire que les corps non-danseurs ne sont pas normalisés. Ils le sont différemment, mais c'est sûr que quand vous prenez n'importe quelle compagnie, il y a un effet de signature dû au travail, dû au travail. Quand vous regardez des danseurs classiques ou des danseurs contemporains, mais même dans les danseurs contemporains, il y a Limon, Cunningham, etc. Ça ne construit pas les mêmes corps. Hein. Et le dispositif est vraiment magnifique. Il est simplissime. C'est simplement une traversée de l'espace scénique
selon des modalités différentes. Il y a des moments où les marcheurs s'arrêtent à un moment pendant 30 secondes et après continuent leur marche. Il y a 3 chaises posées d'une manière plus ou moins aléatoire face au public. Il y en a certains qui vont s'asseoir, se lèvent et c'est tout. Donc, et donc, ce qui est beau, et c'est 42 histoires voilà, singulières. Parce que d'investir sur l'activité qui est peut-être la plus partagée au monde, c'est les marchés. Et j'ajouterais une chose, c'est que ce projet-là, moi je l'ai vu comme spectatrice, c'est très émouvant, c'est très intéressant parce qu'on voit effectivement des histoires différentes dans cette chose si simple qui est de parcourir un espace. Et je l'ai fait aussi comme marcheuse et c'est très troublant parce que ça fragilise, moi j'ai pas d'expérience de la scène, il y a une fragilité due à la situation scénique, d'une certaine manière, dont je n'avais pas l'habitude, mais je pense que c'est vrai pour tous les marcheurs qui font ce truc-là, qui fait que quelque chose se fissure, justement, de l'assurance qu'on a acquise et construite dans ces rapports sociaux normaux, et donc ça déshabille un peu tout ça, et du coup, quelque chose apparaît, je pense, pour les spectateurs, qui est des lignes par lesquelles une histoire a pu se constituer. Même si c'est très fugitivement perçu, on le perçoit quand même. Voilà, c'est pareil, oui. Une autre question ? Oui, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit au sujet de la durée, qui était un ingrédient important. Vous avez maturé ce projet pendant longtemps, donc on voit bien que les choses ne sont pas linéaires, qu'on peut prendre l'œuvre de Maggie Marin par n'importe quel sens, on va se dire ça raconte toujours pareil, autrement. C'est des recombinations, je ne sais pas comment on pourrait dire. Moi, je voudrais une question à vous poser. À partir de quel moment vous vous êtes dit, bon voilà, la pièce, on l'a, c'est fini, on met un point et on la présente ? Parce qu'en fait, on pourrait voir que c'est un processus sans fin. Donc cette question-là, on boucle. Enfin, ce qu'on va présenter, c'est une version, mais possiblement la pièce pourrait continuer à évoluer. Oui, bien sûr, elle évoluera si on a la chance qu'elle soit tournée. Je pense qu'elle évoluera, de l'intérieur dans la forme qui existe là. Je ne pense pas que la forme va beaucoup changer. Vraiment pas. Mais pour moi, l'expérience, mais c'est comme quand on écrit un livre, c'est la même chose. C'est-à-dire que à un moment donné, on tâtonne. Il y a des formes, on perçoit très bien, on ne saurait pas dire exactement pourquoi sur le moment. Ce n'est qu'après coup qu'on peut dire pourquoi. Ça ne va pas, vraiment pas du tout. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'accélère et qui était dû aussi beaucoup, pour moi en tout cas, pour nous deux, je pense, au travail et à l'apport des interprètes et à cette espèce d'alchimie qui s'est produite, parce que, encore une fois, les formes qu'on va voir sont produites par les interprètes. La forme d'ensemble, nous l'avons, l'agencement, c'est le nôtre, un certain nombre de matières ont été apportées par nous, mais les formes sont fabriquées par les interprètes, et donc, en fait, on était toujours leurs spectateurs en même temps qu'on était en train de fabriquer cette pièce, et donc c'est à partir du moment où, d'une manière, quelque chose qui n'était pas exactement notre décision, mais produit par la chose elle-même qui était en train de se faire, s'est posé, voilà, d'une certaine façon, dans un équilibre qui est toujours instable, mais qui nous semble consister. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mis à consister. C'est comme les précipités en chimie, quoi. Voilà, il y a et il y a un truc qui se passe. Mais on ne pourrait pas dire exactement pourquoi, ni comment. Comment, si, par le travail. Mais pour quelles raisons exactement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, je crois. Bien, on va peut-être prendre une dernière question, parce que l'heure a vraiment tourné, mais c'est passionnant. Merci pour tout ça, c'est très très riche, très intéressant. Moi, ma question porte plus sur en fait, l'esprit de la danse. Parce qu'il y a quand même toujours... il y a le travail de mémoire, il y a l'héritage, il y a la transmission, enfin, il y a tout plein de choses. Et le lien, en fait, entre le va-et-vient entre l'esprit de la danse, quelque chose qu'on souhaite retransmettre à un esprit, et le corps. Donc, on part sur la matière corps qui, du coup, aussi par des pratiques somatiques, fait ressortir cet esprit qui pourrait être coincé dans des parties, peut-être. Enfin, et j'aimerais savoir comment... La mémoire, tout ça, les fragments, l'archéologie, c'est le passé, c'est un peu la mort, tout ça. Donc comment ça parle de la mort, quand même, en partie. Et comment aujourd'hui,
on met la vie finalement dans ces parties, dans ce verre, quel genre de liquide on met et maintenant qu'est-ce qu'on va boire et comment on vit maintenant à partir de ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Enfin, voilà. Enfin, toutes ces traces, hein. En fait, le passé, quelque part, il est révolu, il n'existe plus. On accède au passé simplement à partir de traces. Donc, et ces traces, elles sont au présent. Donc, c'est ça qui fait, c'est ce que raconte Laurent Olivier, c'est ça qui fait l'épaisseur de notre présence. Mais je pense que je comprends bien ce que vous voulez dire, mais je pense que, enfin, c'est dans Homère qu'il y a Ulysse qui va au bord de l'Hadès, là, pour faire revenir les âmes des morts. Et pour ça, il doit sacrifier un taureau et donner du lait, etc. Et donc, c'est le sang des vivants, d'une certaine manière, qui fait revenir quelque chose. Et en fait, c'est notre désir, tout simplement, qui fait que quelque chose, des traces qui nous constituent aussi, parce qu'on est vivant, mais on est des futurs morts. Hein. Bon. Donc, ceux qui viendront après, de toute façon, et on n'est pas là pour tellement longtemps, ceux qui viendront après, si ça a du sens qu'on ait existé, c'est, même si on ne se souvient plus du tout de nous, c'est pas grave, mais c'est qu'il y ait quelques traces qui puissent les nourrir, leur faire autre chose, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est du passage. Hein. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, mais pour revenir à ce que vous appelez l'esprit de la danse, pour moi, si on pouvait le résumer, ce serait quelque chose qui aurait trait à l'art des passages. Mais ce n'est pas vrai que pour la danse. Hein. Mais c'est vrai que c'est un art où c'est très visible, ça. Mais en même temps, il y a des projets de danse où il y a beaucoup de mouvements, mais c'est immobile quand même. Mais bon, oui. Oui, je conclus ? Oui, d'accord. Voilà, je pense qu'on pourrait peut-être ramasser du coup l'apport de Laurent Olivier sur une notion extraordinaire et très surprenante à saisir dans son ouvrage lorsqu'il nous dit le passé n'est pas derrière nous, il est devant nous. Ce qui est passé n'est plus, ça s'est passé, point, c'est fini. Ça n'est plus. Le passé n'est plus et il n'est que ici présent, devant nous, tel que nous l'abordons et le travaillons. Ça serait peut-être un des thèmes essentiels de réflexion pour ce festival. Et donc, ben voilà, je vous ai volé. Alors, disons, ces fameux ouvrages, aussi bien celui-ci que celui de Laurent Olivier, sont disponibles sur les tables du festival, notamment à l'entrée des spectacles. Donc, je ne peux qu'encourager à se les procurer. Celui de Laurent Olivier est très stimulant, alors qu'il ne parle que d'archéologie, mais voilà, c'est passionnant pour quiconque et notamment pour pas la danse. Donc on se retrouve pour voir Elle ne m'avait pas dit tout ça vendredi et samedi au studio Bagoué. J'en profite, je m'adresse là aux journalistes pour passer à toute autre chose, mais ça peut intéresser, ça peut peut-être attirer votre curiosité. Nous avons reçu ce matin un mail de Lia Rodriguez, qui fut une interprète importante de la compagnie Maggie Marin, qui est brésilienne, qui maintenant développe tout son projet artistique au Brésil, dans une favela, la favela de Maré à Rio de Janeiro. Et donc un mail très alarmant sur les menées policières dans cette favela, dans le contexte qu'on sait actuellement au Brésil. Donc vous pouvez aller sur Internet et retrouver tout ça, dont elle parle quand même de 7 morts hier, voilà, dans ce voisinage immédiat là, de son lieu de travail. Voilà, je me permettais d'attirer peut-être l'attention journalistique sur cet aspect. Donc. Voilà, donc à vendredi, samedi, merci beaucoup.